Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de débuter cette nouvelle semaine d'été en votre compagnie et surtout de vous savoir brancher sur 28 minutes. D'ailleurs, c'est la meilleure des options estivales, notamment parce que vous êtes accueillis par la belle équipe. Bonsoir à vous, chers amis. Bonsoir, Mathieu. Et l'actualité, eh bien, c'est l'éclipse solaire que l'on pourra observer dans le ciel mercredi, une première depuis 1999, et les Français se préparent à l'événement. J'ai une dame qui m'a appelé au mois de février pour réserver une table pour le 12 août. Nous, on ne comprenait pas pourquoi, mais maintenant, on a compris. Ça va être très beau, surtout que c'est en hauteur. En plus, on aura une belle vue sur la mer. Au sommet, il n'y aura aucune pollution lumineuse. En plus, il n'y a rien qui bouche la vue. Donc, effectivement, ça risque de promettre. Éclipse, nuit des étoiles, pourquoi l'espace nous fascine-t-il autant? Est-il devenu un antidote à une planète où les crises se multiplient? Comment concilier ambition de milliardaires pour l'espace et recherche scientifique? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui, selon certaines légendes dans le monde des médias, viendraient directement de la planète chronique pour passer l'été sur Terre, à savoir Isadora Darcial et Théophile Cossa. Alors au programme ce soir, Isadora. Bonsoir. Dans l'été à l'européenne ce soir, on file en Espagne où le temps s'étire, le temps de la sobremesa, pratique dont je vous parle. Avec plaisir. Et vous, Théophile? La préfecture de Gironde vient d'autoriser l'installation d'une méga ferme usine de saumon capable de produire des millions de saumons par an. C'est une première en France. Ça ne plaît pas à tout le monde. Pourquoi? Les méga fermes de saumon, je vous explique comment ça marche. Alors, on vous retrouve bien sûr tout à l'heure. Car avant ça, seriez-vous prêts à vous glisser dans la peau d'un espion? Alors rien de plus simple, poussez la porte d'une librairie et demandez le livre « Menaces actuelles et futures vues par la CIA ». Un condensé des rapports de l'agence américaine sur les dangers qui guettent les États-Unis avec, pour tout comprendre, l'aide de Paul Charon, spécialiste du renseignement. Ce message d'ailleurs s'autodétruira dans 5 secondes. Mais avant ça, il est notre invité tout de suite dans 28 minutes. Bonjour Paul Charon. Bonjour. Alors vous êtes directeur du domaine renseignement, anticipation et stratégie d'influence à l'IRSEM. L'IRSEM, c'est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Vous avez rédigé l'introduction de ce livre, Menaces actuelles et futures vues par la CIA. On va en parler, mais avant ça, je vous présente l'équipe de 28 minutes. Marion Lourd, Julia Van Est. Bonsoir. Et alors, Paul Charon, avant de parler renseignement pur, on s'est un peu renseigné sur vous. Et en fait, j'ai appris que vous faisiez partie du réseau de ce qu'on appelle des narratologues. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Un narratologue, c'est quelqu'un qui étudie les récits. Alors c'est une discipline ou une approche qui s'est traditionnellement, en tout cas à l'origine, intéressée plutôt aux récits fictionnels, et notamment à la littérature. Puis ça s'est étendu vers l'étude du cinéma, par exemple, ou de la BD. Et plus tardivement, ça s'est encore étendu aux récits qu'on appelle factuels. Donc ce ne sont pas les récits fictionnels, mais des récits de la réalité. Donc des récits du quotidien, des récits stratégiques, comme ceux d'une puissance comme les États-Unis, par exemple. Voilà, et on comprend pourquoi vous êtes intéressé au renseignement avec ça. Alors justement, on va voir pourquoi vous êtes la meilleure personne ce soir pour nous parler des renseignements en général. Et c'est Olivier Boucreux qui vous présente tout ça dans son profil idéal. Paul Charon, vous êtes sinologue et spécialiste du renseignement. Dans Menaces actuelles et futures vues par la CIA, vous analysez la manière dont l'Amérique de Donald Trump voit le monde. I believe in our intel agencies. I've worked with them very strongly. Pour lire entre les lignes avant qu'elles ne deviennent des lignes de front, vous avez le profil idéal. Votre parcours commence par les mots, lettres modernes, sciences politiques, chinois, rhétorique, puis pendant plus de 10 ans au ministère des Armées, vous analysez la Chine, l'Asie et les États-Unis. Depuis 2020 à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, vous dirigez les travaux sur le renseignement, l'anticipation et les stratégies d'influence. Car le renseignement ne se résume plus aux micro-cachés et aux agents doubles. Il faut suivre cyberattaques, désinformation, ingérence, mais aussi comprendre les récits qu'un État cherche à imposer. C'est ce que vous faites dans votre ouvrage Les mondes du renseignement. La Chine que vous étudiez particulièrement mêle espionnage scientifique, influence numérique et propagande, et vous lui avez consacré les opérations d'influence chinoises. La peur que les officiers du MSE soient arrêtés dans le cadre d'opérations de renseignement humain à l'étranger a incité le service à investir énormément dans les moyens cyber. Menaces actuelles et futures vues par la CIA réunit 2 documents officiels américains. Les agences de renseignement y décrivent un monde de guerre banalisé, de cyberattaques et de rivalité technologique.
Pacifique. La Maison-Blanche, elle, affiche les priorités trumpistes, immigration, narcotrafic, opposants politiques, mais aussi Europe presque adversaire et Chine rivale. Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. Ces textes révèlent autant les dangers du monde que les obsessions de ceux qui les rédigent et soulignent la manière dont l'Amérique les hiérarchise. Pour vous, Paul Charon, nous sommes donc certainement à un moment charnière dans l'histoire des services de renseignement. Voilà Paul Charon, donc ce livre Menaces actuelles et futures vues par la CIA. Justement, ce document, c'est donc l'analyse des menaces par la CIA. L'agence américaine, extérieure, est-ce qu'on peut lui faire confiance? C'est-à-dire, ce qui est raconté dedans, est-ce que c'est vraiment 100% juste, vrai, ou ça peut être aussi un peu de manipulation de leur part? Alors, d'abord, ce document, il est publié par l'Office, l'ODNI, donc qui est l'office le bureau, si vous voulez, qui coordonne l'activité des 18 agences de renseignement américaines, pas seulement la CIA y contribue, c'est même un très gros contributeur, mais ça c'est nourri aussi, si vous voulez, des analyses et du renseignement recueilli par d'autres services. Alors, ce document, c'est aujourd'hui un document un peu hybride. Ce n'est plus vraiment un document de renseignement, d'analyse du renseignement. Et c'est pas encore ou pas tout à fait de la pure propagande. Donc on est un peu entre les deux. Zone floue. Voilà. Et on a, si vous voulez, un document qui est très largement influencé par le point de vue de Donald Trump et de l'administration Trump, et donc de la Maison-Blanche. Et justement, il y a un gros changement dans ce document cette année, c'est que la Chine, qui était autrefois considérée comme le principal antagoniste, en fait, disparaît quasiment, elle disparaît du sommaire, elle n'a plus de titre à son nom, par exemple. Voilà, la Chine disparaît. Donc, ce qui était le cas dans le précédent rapport l'année dernière, c'est que les questions internes sont les plus importantes. Mais cette fois-ci, alors que la Chine était encore placée en deuxième l'année dernière, cette fois-ci, elle a complètement disparu, au moins dans l'entrée de la table des matières, comme les autres puissances d'ailleurs, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran. Et la Chine n'est mentionnée que 2 fois moins que dans le précédent rapport. Alors, vous parlez de la Chine, l'Iran, bien sûr, en ce moment, on est en plein dedans. On voit que les États-Unis sont englués dans leur guerre contre l'Iran. Est-ce que ça veut dire que ce risque d'enlisement a été sous-évalué par la CIA? Non. Mais par l'administration Trump, oui, sans doute. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que la DIA, donc qui est l'agence de renseignement militaire, comme la CIA, ont alerté sur un certain nombre de réactions qui pouvaient venir de l'Iran, notamment le blocage du détroit d'Ormuz. Donc ça, on le savait. Et si Trump lisait les notes que ses services lui envoient, il en aurait été informé. Donc on ne peut pas dire que les services soient incompétents ou n'aient pas vu tout cela, mais ils ont aujourd'hui moins de capacité d'informer l'administration et l'administration de son côté ne tient pas compte de ce que les services écrivent. Voilà, en gros, ce que vous dites, c'est qu'eux, ils font leur travail, mais qu'à la fin, Donald Trump, finalement, choisit la mauvaise option. Ils font leur travail, ils continuent de faire leur travail, mais ils en sont quand même empêchés, puisque d'abord, il y a eu des coupes dans les effectifs, il y a eu des sanctions, par exemple au FBI pour ceux qui avaient enquêté sur Trump, sur les ingérences russes de 2016, à la DIA aussi des gens qui avaient travaillé sur l'Iran, au sein du NIC aussi, des personnes qui avaient dit qu'il n'y avait aucun lien par exemple entre les cartels et Maduro, donc qui allaient à l'encontre du récit de la Maison-Blanche, ont été sanctionnés également. Donc tout ça a affaibli les services de renseignement et les capacités notamment d'analyse et ce qu'on appelle speaking truth to power, donc dire la vérité au pouvoir. Les services aujourd'hui ne sont plus dans cette capacité, puisqu'il y a toujours une menace de sanction si on dit quelque chose à la Maison-Blanche qu'elle n'a pas envie d'entendre. Et il y a une évolution qui concerne l'Europe, qui était un allié autrefois. Est-ce qu'elle l'est encore? Alors c'est difficile à dire, si vous voulez, il n'y a pas de rupture. Sur le plan du renseignement en tout cas, c'est-à-dire que la coopération vraisemblablement, au moins de ce que l'on peut voir de l'extérieur, continue, mais il y a une dégradation progressive du niveau de coopération avec les services de renseignement américains. Ça se voit dans l'absence de systématicité vraisemblablement de l'appel aux États-Unis et la volonté de, si vous voulez, de se doter d'autres partenaires, de trouver de nouveaux partenaires, de renforcer les partenariats au niveau de l'Europe pour ne plus avoir besoin autant qu'avant
des États-Unis. Alors le renseignement, forcément, vous parlez du renseignement américain et vous, Julien, on va parler, eh bien nous aussi, des conséquences d'un autre renseignement, c'est le renseignement russe, puisqu'à 8 mois de la présidentielle, les ingérences venant du Kremlin s'évitent déjà dans la campagne. Oui, avec la dernière cible, Gabriel Attal. Alors que le candidat Renaissance est sur le terrain de la campagne cet été, des faux reportages ont circulé sur les réseaux sociaux. Par exemple, regardez cette fausse une du Parisien datée du 7 août dernier, où Gabriel Attal est présenté comme ayant des liens avec les trafiquants de drogue. C'est le réseau pro-russe Matrioshka et qui est derrière ce fake, et Gabriel Attal a porté plainte. Édouard Philippe, lui, a fait l'objet de fausses informations sur son état de santé, et Raphaël Glucksmann a subi la diffusion d'une vidéo truquée impliquant sa compagne Léa Salamé. Cette fois, cette campagne de déstabilisation a été lancée par un autre réseau appelé Storm 1516, décrit comme piloté par le renseignement militaire russe. Alors, est-ce que ces tentatives d'ingérence, selon vous, sont inquiétantes? Et le fait d'en parler aussi, est-ce que ce n'est pas leur donner du crédit, finalement? Si, tout à fait. Alors là, c'est encore une fois un sujet sur lequel il faut essayer d'être le plus nuancé possible, et d'essayer d'être en quelque sorte sur la crête, être capable de souligner les opérations qui sont véritablement menaçantes pour les institutions politiques françaises, pour le niveau des tensions sociales qui pourraient menacer la solidarité nationale, des choses comme ça, et celles qui sont trop faibles, trop mal ficelées, j'ai envie de dire, pour produire un véritable effet, et dont il vaut mieux ne pas parler, parce que plus on en parle, plus on leur donne du crédit. C'est ce qu'ils recherchent. C'est ce qu'ils recherchent, bien évidemment, parce que ce sont, dans le cas de la Russie, comme de la Chine ou d'autres acteurs encore, l'Iran, la Corée du Nord, c'est des acteurs, en fait, vous avez affaire à une galaxie d'acteurs, des acteurs qui relèvent des services de renseignement, d'autres agences de l'État, mais des acteurs aussi privés, des agences de communication, de marketing, qui vendent leurs services à ces États et qui ont besoin de faire croire aussi à l'État russe, à l'État chinois, qu'elles sont efficaces. Et donc, elles vont miser sur l'écho médiatique rencontré par ces opérations, quand bien même ces opérations sont inefficaces. L'affaire autour de Gabriel Attal est un bon exemple. Ça a été quasiment pas repris. L'opération est vraiment très, très mal conçue. Donc, si nous, chercheurs, médias, on parle de ces opérations, eh ben, on renforce en fait ces acteurs qui peuvent demander plus de moyens pour continuer à nous attaquer. Oui, mais là, on parle de techniques agressives utilisées par des pays extérieurs. Est-ce que les services européens font usage aussi de techniques agressives, celles-là ou d'autres, non, dans le monde? Non, je ne crois pas. Non, on ne fait pas. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'être victime. C'est-à-dire que nous, on n'agit pas du tout à l'extérieur. Alors, pas avec ces moyens-là. C'est-à-dire que d'ailleurs, ce serait une erreur monumentale, et les services de renseignement européens, comme les autorités politiques, ont tout à fait conscience que les démocraties ne doivent pas utiliser les armes des régimes autoritaires. Sinon, ce serait affaiblir les institutions démocratiques. Il n'y aurait plus de débat politique possible, de débat sain, au sein des démocraties. Donc il faut vraiment être plus ingénieux et trouver d'autres moyens de lutter contre ces opérations. C'est ce qu'on fait par exemple avec Viginum, qui est l'organe en France chargé de lutter contre ces opérations de manipulation en ligne. Un dernier mot, dans un instant, on va parler de l'espace, le domaine spatial. On le voit, plus forcément présent pour les Américains. Là, je parle bien sûr vraiment de la renseignement spatial. Oui. Pourtant, on a l'impression que c'est primordial. Oui, ça reste un sujet majeur. Encore une fois, ce document de l'évaluation des menaces annuelles, c'est plus un récit de la Maison-Blanche qu'une description fidèle des véritables menaces qui pèsent sur les États-Unis. C'est pour ça qu'il faut lire, parce que notamment, il y a des choses aussi dont on ne parle plus à la CIA, c'est par exemple les menaces de réchauffement climatique. Oui. Donc voilà pourquoi il faut le lire, en tout cas, menaces actuelles et futures vues par la CIA, avec votre introduction, Paul Charon. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce soir sur le plateau de 28 minutes. Merci. Allez, passons à notre débat. T'en as, tu sais pas où je peux en trouver, je peux en acheter, c'est la question du moment. Y aura-t-il assez de lunettes en vente pour voir l'éclipse qui obscurcira le ciel de France mercredi soir? Le phénomène passionne, émerveille, intrigue à l'image de l'espace, dont le pouvoir fantasmagorique est toujours aussi puissant à mesure que les découvertes scientifiques repoussent l'ultime frontière. Alors pourquoi le ciel continue-t-il à nous faire rêver? Le monde spatial est-il la réponse à la morosité d'un monde en crise? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem. À 2 jours de l'éclipse, c'est l'effervescence dans le sud-ouest, là où en France le spectacle sera le plus visible. Un phénomène exceptionnel qui démarrera aux alentours de 19h pour se terminer un peu après 21h.
J'ai une dame qui m'a appelé au mois de février pour réserver une table pour le 12 août. Nous, on ne comprenait pas pourquoi, mais maintenant, on a compris. Ça va être très beau, surtout que c'est en hauteur. En plus, on aura une belle vue sur la mer. Pas question de rater cet événement. La dernière éclipse totale visible depuis l'Europe date de 1999 et la prochaine est prévue pour 2081. À chaque éclipse, les mêmes scènes d'éblouissement de par le monde. De plus en plus, les scientifiques tentent d'expliquer ce qu'il se passe dans nos corps pendant le spectacle d'une éclipse. La région Catalogne souhaite ainsi mobiliser 5000 volontaires pour une étude inédite. Vous pouvez contribuer à la science grâce au projet Solaris. Nous analyserons les changements dans le rythme cardiaque, la respiration et d'autres paramètres physiologiques. Participer est très simple. Il suffit de posséder une montre connectée. Le ciel ne cesse de fasciner. En France, chaque année, les nuits des étoiles drainent environ 200 000 personnes. Voies lactées, étoiles filantes, galaxies, à l'œil nu ou grâce à des télescopes qui ne cessent de se perfectionner, le ciel semble apporter aux participants, comme aux scientifiques, une dose de rêve. Partager ça avec les gens, c'est fabuleux. Et ça vous redonne la dimension de votre propre personne, de ce que vous êtes, de ce qu'est l'humanité, c'est-à-dire quelque chose un peu perdu sur ce vaisseau qu'est la Terre, qui circule dans l'univers. Et je pense que c'est un peu ce vertige qui est en même temps enivrant, parfois un peu terrifiant, et c'est ça qui fait vibrer les gens. Alors, à quoi s'attendre avec l'éclipse solaire de mercredi? Intérêt scientifique ou besoin d'émerveillement? Pourquoi le ciel et l'espace nous fascinent-ils autant? Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Françoise Combe. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes astrophysicienne titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie au Collège de France, présidente de l'Académie des sciences. Alors, c'est pour cette année, l'année 2025-2026. Selon vous, l'observation des éclipses depuis le sol ne représente plus un enjeu scientifique majeur depuis que les instruments spatiaux ont révolutionné la science, mais ces observations ont tout de même contribué à la faire avancer. À vos côtés, Frédéric Aitouati, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne des sciences, directrice de recherche au CNRS, vous êtes également metteuse en scène, directrice du théâtre de la Cité internationale, c'est à Paris. Selon vous, le ciel a fasciné et fascine toujours. C'est un lieu d'espoir et inaccessible car, dites-vous, longtemps reçu comme divin. Ce n'est pas simplement un ailleurs, mais un miroir de nos propres questionnements. Et puis Alain Sirou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. On voit d'ailleurs le dernier numéro de Ciel et Espace là s'afficher, la une, bien sûr. Votre une, c'est sûr, l'éclipse de mercredi. Vous êtes aussi cofondateur de la Nuit des Étoiles. En ce moment, vous êtes l'homme, vraiment qu'il faut inviter sur les plateaux, en tout cas. Selon vous, l'éclipse partielle de mercredi nous réunit tous et nous permet de sentir que nous sommes sur une planète qui bouge. Pour observer d'ailleurs une éclipse totale en France, il faudra attendre le 3 septembre 2081. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Marion, et l'objet du jour. L'objet de la convoitise, les voici, ce sont des lunettes pour observer l'éclipse. Je les enfile, Jean-Mathieu, parce que vous êtes très éblouissant. Bien sûr. Ces lunettes, elles sont obligatoires si vous souhaitez regarder l'éclipse ce mercredi soir, à garder sur les yeux en permanence, parce que les brûlures de la rétine sont irréversibles. Il ne faut pas les récupérer n'importe où. Elles doivent être à la norme ISO 12312-2. C'est à l'intérieur de la branche. Alors, des lunettes, est-ce que vous en avez, Françoise Combe, ou est-ce que vous allez regarder l'éclipse au télescope? Oui, j'ai des lunettes. D'ailleurs, l'Observatoire de Paris en a un certain nombre. Je ne pense pas qu'elles soient vraiment en pénurie. Donc, si vous en avez envie, l'Observatoire peut vous en donner. D'accord. Très bien. Ça, c'est bien noté, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent. Alain Sirou, mercredi, à quoi il faut s'attendre, en fait? Un crépuscule avant le crépuscule. Ça sera la soirée des deux crépuscules. Vous avez d'abord la lune qui passe devant le soleil, et ça c'est l'éclipse, et ça va être vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que même si on n'est pas en France sur la ligne de centralité, c'est-à-dire dans l'axe exact du passage, là où il fera vraiment noir, c'est un peu comme si vous étiez dans une pièce où il y a beaucoup de soleil et vous décidez de tirer les rideaux. D'accord. Si vous tirez les rideaux complètement, vous êtes dans le noir, et si vous en laissez un petit peu, c'est un clair-obscur. On le voit sur la carte, elle passe par le nord de l'Espagne, en fait, l'éclipse. Alors voilà, elle démarre en Sibérie, elle passe sur le Groenland, elle frôle l'Islande, et puis descend sur l'Atlantique et se termine sur l'Espagne pour l'ombre. Mais l'ombre, c'est une toute petite largeur. Nous sommes dans la pénombre. Et cette pénombre va aller de 92 à 99 et des brouettes, si je puis dire, en France. Donc ça veut dire qu'on va avoir un tout petit croissant de soleil juste au-dessus de l'horizon avant que le soleil à nouveau ne disparaisse. Donc c'est un moment très émouvant. Frédéric Aitouati, en fait, il y a aussi la question de pourquoi ça nous fascine, ça nous renvoie à notre vulnérabilité, un peu comme dans Tintin et le Temple du Soleil, quand tout le monde pense que c'est la fin du monde.
Oui, vous avez raison. L'éclipse a une histoire magnifique, je dirais littéraire, mythologique. C'est le moment où on dévore le soleil. Et donc, il y a dans à peu près toutes les civilisations, toutes les cultures, des histoires extraordinaires qui racontent une chose ou son inverse, la fin de la guerre, ou au contraire le début des catastrophes. Donc l'éclipse a toujours fasciné parce qu'en fait, elle vient rompre cette chose qui est absolument centrale pour nous, qui est la rythmicité du jour et de la nuit. Et pendant 2 minutes, cette loi absolue qui gère tout notre univers, c'est-à-dire le rythme des saisons, du travail, nos corps, eh bien ce rythme-là est brisé. Et donc c'est un lieu de terreur. Et aujourd'hui, c'est un lieu de plaisir. Alors, c'est un lieu de plaisir, de terreur, peut-être pour nous, qui n'en savons pas autant que vous, Françoise Combe, sur ce mécanisme du cosmos et de l'espace. Mais pourquoi vous dites que finalement, ça n'a plus trop d'intérêt scientifique aujourd'hui ? Non, ça n'a pas d'intérêt scientifique, c'est un intérêt poétique, un intérêt pour le grand public, pour se mettre au courant de ce qui se passe dans l'univers. Je pense que ça a un gros intérêt. Par contre, scientifiquement, ça a eu de l'intérêt dans le passé. Par exemple, en 1868, Jules Janssen a découvert, grâce à une éclipse de soleil, il a pu faire un spectre. Il a découvert un élément nouveau qu'il appelait hélium, parce que hélios, c'est le soleil. Et l'hélium était très rare sur la Terre, parce que le gaz s'est évaporé lorsque la formation du système solaire. Par contre, l'hélium, c'est l'élément le plus abondant après l'hydrogène. Et dans le Soleil, comme dans toutes les étoiles, c'est 25% de la masse. Donc on a découvert un nouvel élément. Et puis en 1919, par exemple, vous avez la relativité générale d'Einstein qui avait été détectée en 1915. Et en 1919, on n'y croyait pas forcément. Et on s'est aperçu, grâce à l'éclipse, que les étoiles derrière avaient leur rayonnement dévié par la masse du Soleil. Et ça a été le déclic pour dire que Einstein avait raison. Donc vous voyez, tout cela, c'est vraiment une grande utilité jusqu'en 1930, la grande utilité. Parce qu'en 1930, il y a eu Bernard Lyot, à l'Observatoire de Paris, qui a découvert le coronographe, un instrument qui permettait justement de faire l'ombre sans même éclipse. Ah voilà, oui, d'accord, très bien. Donc, c'est ça. C'est un instrument qui est très délicat, je ne le dirai pas aujourd'hui, mais avec un télescope, on pouvait voir la couronne du Soleil. Et aujourd'hui, on a des satellites, par exemple SOHO, le Solar Orbiter, etc., qui se servent d'un coronographe encore dans l'espace, qui permettent de voir la couronne tous les jours, toutes les heures, 24 heures sur 24, 365 jours par an, on voit la couronne du Soleil. Donc vous n'avez plus à attendre l'éclipse. On n'a pas besoin d'attendre l'éclipse. Alors on va parler de toutes ces innovations autour du Soleil avec vous, Julia, puisque pendant longtemps, c'est vrai qu'il a été impossible pour les hommes d'approcher le Soleil à cause, bien sûr, on imagine, des conditions extrêmes, mais tout a changé avec l'envoi d'une mission historique il y a 8 ans. Oui, la sonde Parker Solar Probe lancée par la NASA le 12 août 2018 pour se rapprocher progressivement de notre étoile. L'engin a resserré son orbite au fil des ans autour du Soleil et finalement, l'exploit a eu lieu fin 2024. Pour la première fois de l'histoire, Jean-Mathieu, un engin spatial s'est approché de la surface du Soleil à 6 millions de kilomètres précisément. La sonde a pu résister à la chaleur extrême grâce à un bouclier thermique en carbone de 11 cm d'épaisseur. Je parle sous votre contrôle. La sonde a alors fourni des images sans précédent de notre étoile, notamment de la couronne solaire donc, et de ce qu'on appelle aussi le vent solaire qui peut parfois perturber nos satellites et les communications sur Terre. Grâce à ces mesures, les scientifiques espèrent désormais mieux prévoir les éruptions et les tempêtes solaires. Il faut savoir aussi que les Européens, de leur côté, ont lancé leur propre sonde. En 2020, le Solar Orbiter, qui a réussi à mesurer la température notamment du plasma et à prendre des photos pour la toute première fois des pôles nord et sud du Soleil. Alain Sirou, est-ce que ça y est, le Soleil n'a plus aucun mystère pour les scientifiques actuellement? Je crois pas. Il en reste. Je crois qu'il en reste plein. D'abord, il y a une espèce de fascination parce que on a du mal à imaginer ce qu'est le Soleil. Je disais dans la vie courante. Bon, la Lune, on voit bien. La Lune, enfin, on voit bien. On voit que c'est un corps et tout. Mais le Soleil, une boule de gaz, 400 fois plus gros que la Lune. C'est pour ça. Et la Lune est 400 fois plus près. C'est pour ça qu'il y a une éclipse. Les diamètres apparents sont équivalents. Mais on voit qu'il y a une dissonance entre ce que vous dites, c'est-à-dire un corps physique avec des éruptions, centrale nucléaire naturelle en quelque sorte, et en même temps l'image, ce que disait Frédéric, c'est-à-dire cette chaleur, cette lumière
ce Dieu quelque part, ou en tout cas ce à qui on doit la vie, c'est notre étoile. Oui. Et on a du mal, on est dans cette dissonance, vous voyez, Soleil, c'est la seule étoile qu'on ne peut pas voir la nuit, mais c'est une étoile. C'est ça. Et en même temps, on en parle comme des astrophysiciens, alors qu'on la ressent comme des terriens qui, depuis des millénaires, regardent ça en disant ça marche. Alors, mais justement, Frédéric Haït-Touati, on est fasciné par le soleil. La civilisation humaine a pu s'épanouir grâce au soleil, notamment les cultures. Mais on l'a vu depuis cet été, on a un rapport plus ambigu maintenant avec le soleil, parce que c'est peut-être lui qui est en train aussi de nous détruire. Est-ce que notre rapport, vous trouvez, a changé justement par rapport à cette étoile? Alors, c'est pas le soleil qui a changé, Oui. c'est l'atmosphère, et c'est ce qu'on en a fait. Ce qui est fascinant, c'est que le soleil, c'est l'astre de vie dans toutes les civilisations aussi. C'est aussi lui qui nous apporte aussi bien à peu près tout ce qu'on a, la nourriture, l'énergie, la force de vie, et également le pétrole d'ailleurs, toutes les choses qu'on a développées, on mange le soleil. Il y a cette très belle formule là, on est des mangeurs de soleil. Oui, d'accord. Et en quelques décennies, finalement, on a transformé l'atmosphère au point qu'elle ne nous protège plus et qu'on a fermé la fenêtre en quelque sorte. Et le soleil, la chaleur, toutes les ondes infrarouges, tout ça est conservé à l'intérieur et nous détruit à petit feu. Ouais, c'est ça. Donc c'est cette espèce de paradoxe terrible, c'est à la fois une source de vie et une source de mort potentielle aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est ça. Alors, les Français vont avoir les yeux levés vers le ciel mercredi soir, et ça a déjà été le cas ce week-end, avec notamment la nuit des étoiles. Ils ont pu apercevoir des planètes, des constellations. L'astronomie fascine de plus en plus. Françoise Combe, est-ce que vous comparez votre discipline, par exemple, à de l'archéologie? Parce que l'idée, c'est quand même qu'on voit en fait le passé quand on regarde le ciel. Exactement. Alors, la nuit des étoiles, vous êtes en parler, c'est surtout les étoiles filantes, parce qu'il y a les Perséides qui sont là, qui sont un reste de comètes qu'on traverse tous les mois d'août. En fait, c'est vrai que vous parlez d'archéologie. En effet, lorsqu'on regarde loin dans l'univers avec nos télescopes, on remonte le temps. Alors fatalement, pourquoi? Parce que la vitesse de la lumière est 300 000 km par seconde. Ça paraît très vite. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on appuie sur le bouton de la lumière, ça vient instantanément. Mais pour les échelles de l'univers, qui sont, lorsqu'il y a des galaxies à 12 milliards d'années-lumière, par exemple, eh bien, la lumière met 12 milliards d'années à nous parvenir. Donc on la voit telle qu'elle était il y a 12 milliards d'années, donc on fait vraiment de l'archéologie, on remonte le temps et on s'aperçoit comment elles sont nées. C'est-à-dire qu'on remonte le temps, à chaque période, on voit des galaxies qui naissent, des galaxies qui évoluent, puis des galaxies qui meurent. On peut remonter tout le temps, et donc c'est ça l'archéologie, et on remonte aujourd'hui jusqu'au Big Bang, et on arrive à savoir justement d'où nous venons et comment tout cela est né. Alain Sirou, vous vouliez réagir? Oui, c'était par rapport à ce lien, c'est-à-dire ce qu'on a voulu faire en créant les Nuits des Étoiles, c'était de restaurer un lien avec cette autre moitié de la journée qui s'appelle la nuit. Nous vivons, depuis l'invention de la lumière artificielle, dans nos maisons, dans nos villes, en éclairant la nuit. Et nous avons perdu le lien direct avec les étoiles. Plus personne ne connaît vraiment beaucoup les constellations, la Voie lactée, ne se repère comme on le faisait autrefois, où il n'y avait pas de lumière. On se mettait autour d'un feu, on racontait des histoires, les mythes circulaient. C'était sous le ciel. Et c'est ça que viennent chercher finalement tous ces gens qui viennent aux Nuits des Étoiles. Je pense. Vous pensez? Je pense que c'est ce lien avec le cosmique. Nous vivons sur une planète qui est fragile. Enfin, nous sommes fragiles sur cette planète, plus exactement. Et nous devons la découvrir pour la respecter. Ouais. Et je crois que c'est en prenant conscience avec, justement, ce fait que tout le reste est loin, inaccessible, froid. Françoise parle de millions, de milliards d'années. Nous sommes tout petits. Et je veux dire, c'est cette révolution copernicienne qui n'a pas encore eu lieu de notre prise de conscience de ce que nous sommes sur une planète où, si nous voulons continuer à exister, il va falloir penser cosmique. Mais justement, Frédéric Haït-Touati, on a rompu le lien avec les étoiles un petit peu, et pourtant nous sommes des poussières d'étoiles, c'est ce que disait l'astrophysicien Carl Sagan. Oui, il y a ce mot très très fort qui nous vient des étoiles, qui est le mot désir. Désir, en fait, désidérater, c'est le moment où on manque de l'astre. Considérer, c'est regarder un astre, et désidérer, c'est l'attendre. Ah oui. Donc le mot désir vient des étoiles, ce qui est quand même une façon de rappeler à quel point on a toujours désiré cet ailleurs. Et ce qui me frappe, c'est que l'histoire de notre rapport au ciel est une histoire de projection. On a regardé le ciel, comme le rappelait Alain, on a projeté en fait dans le ciel des constellations qui étaient nos propres désirs, qui étaient à l'époque de l'Antiquité, des animaux, des bêtes. Et puis quand on a découvert l'autre partie de la Terre, qu'on est allé jusqu'au cap de Bonne-Espérance,
référence. On a nommé les constellations microscope, télescope. Donc c'est assez marrant. On a un ciel qui est à moitié fait de mythologie animale et de l'autre de nos mythologies modernes. En tout cas, ce ciel-là, on le regarde de moins en moins. Ces constellations, on les regarde de moins en moins, alors qu'elles étaient les étoiles fixes de l'astronomie ancienne, par opposition aux planètes qui étaient les astres errants. Donc là, on revient à cette contemplation comme si on s'était coupé de cette nature, cette autre partie de la nature, comme disait Alain. Ça va même parfois plus loin que la contemplation, ça nourrit même carrément des très grandes ambitions comme celle de certains géants de la tech et notamment de SpaceX et de son patron Elon Musk. Lui, il a affiché clairement son objectif au moment de l'introduction en bourse de SpaceX, c'était le 12 juin dernier. We want to be able to take anyone who wants to go to the moon, anyone who wants to go to Mars, or anywhere in the solar system, and maybe beyond the solar system at some point. We want to be able to take you there. Not just a few astronauts. I mean you, literally you. If you watch, whoever you are watching this, SpaceX wants to be able to take you to the moon, take you to Mars, and ultimately beyond. Vers l'infini et au-delà, hein. C'est ça l'idée, pour citer Buzz l'éclair. Alain Sirou, Musk a même présenté Mars comme une planète B, un refuge une fois que la Terre sera complètement abîmée. Et, au fond, pourquoi pas ? C'est un peu désespérant. Ça vous désespère ? Oui, ça me désespère. Je pense que quand on a discuté, enfin moi j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'hommes qui ont marché sur la Lune, ils me disaient mais c'est incroyable. Quand on était sur la Lune, c'est beau, hein, c'est pas ça, mais c'est noir, c'est vide, c'est froid. Et on regarde une petite boule dans le ciel bleu et on se dit mais c'est là où sont nos amis, nos familles, le restaurant qu'on aime, etc. Et on voit bien qu'on ne peut pas terraformer, changer une planète pour la transformer en nos désirs, d'autant plus que nous-mêmes, nous devons nous occuper de notre propre planète. Donc je pense qu'il y croit, ça c'est sûr. C'est certain que Mars est une destination possible dans le système solaire. Il n'y a pas d'urgence. Mais surtout, aujourd'hui, notre point focal, c'est la Terre. Et je crois que à l'occasion de l'éclipse, et pour rappeler l'étymologie d'éclipse, éclipse en grec, ça veut dire défaillance. Il y a une défaillance du ciel. D'accord. Eh bien, je pense que Elon Musk est un peu défaillant dans sa compréhension des choses. François, est-ce que vous êtes du même avis, justement ? Est-ce que vous-même, oui, c'est-à-dire vous-même, vous n'êtes pas encore acheté un billet pour aller partir en tant qu'astronaute ? Ça ne me tente pas du tout. Ah, ça ne vous tente pas d'aller dans l'espace, d'accord. Tout à fait d'accord avec Alain. En fait, il n'est pas, pour moi, c'est vraiment pas question d'aller sur Mars. On a envoyé des robots. Il y a énormément de robots qui sont en train de rouler, des rovers qui sont en train de rouler sur Mars. Et c'est ça, la connaissance. On a envie de connaître toutes les planètes du système solaire. Et donc, c'est facile d'envoyer un robot parce qu'il n'y a pas de vie à détruire. Je pense que la planète Mars n'est pas habitable. On le sait maintenant. Les robots qu'on envoie, on peut leur envoyer des signaux, leur demander de creuser ici, ils nous donnent la composition de la planète, ils nous disent exactement ce qu'il en est, les orages, etc. On connaît tout ça, mais on n'a pas besoin d'envoyer des hommes parce que ça va prendre énormément de temps. Ils vont recevoir beaucoup de rayons cosmiques qui vont leur donner le cancer, etc. Et au-delà, il n'est pas question, parce qu'on a en effet découvert beaucoup d'exoplanètes, des planètes qu'il y a en dehors du système solaire. On en a 7000 aujourd'hui connues, mais on sait que dans la Voie lactée, notre propre galaxie, il y a 300 milliards d'étoiles, et donc il y a encore plus de planètes, puisque chaque étoile peut avoir 8 planètes. Alors justement, donc, il y en a énormément, mais on n'arrivera jamais à y aller, parce qu'il y a 100 000 années-lumière, donc la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, il faudrait 100 000 ans. Oui. Mais pour nous, c'est pas possible. Il y aurait des milliards d'années. En effet. Alors, Frédéric Toiti, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit des gens comme Elon Musk, Jeff Bezos, qui jouent aussi un peu sur les clichés qu'on peut avoir par rapport à la fiction qu'on a eue. On voit d'ailleurs les scaphandres de SpaceX qui sont dessinés d'une manière très particulière. C'est vrai qu'on a une image, en fait, grâce ou à cause des fictions, qu'on n'est déjà pas tous partis dans l'espace grâce au cinéma. Est-ce qu'elle nous a tronqué finalement une véritable image de l'espace, ou au contraire, on est en train de le remodeler, cette image-là, l'espace ? Oui, vous avez raison, la science-fiction a beaucoup joué là-dessus, et tous les hommes dont on parle là, les Musk et autres, sont nourris de science-fiction. D'ailleurs, quand on regarde le design de leurs fusées, le design de leur station spatiale, on est complètement dans les années 70-80, c'est des petits-enfants qui n'ont pas grandi. Et cette histoire de plan B, c'est un énorme mensonge. C'est-à-dire mensonge, vous dites, oui. Ah, mais mensonge, absolu, mais c'est ce que disent mes collègues. Il faut dire les mots, c'est un mensonge, parce que c'est un mensonge dangereux, c'est un mensonge qui achète du temps, qui permet aux ultra-riches de faire croire à l'humanité
qu'on a une voie de secours, mais c'est une voie de secours privatisée. Les 8 milliards resteront sur Terre. Ouais. Donc voilà, c'est un mensonge et c'est du cynisme. Donc c'est extrêmement grave et je trouve ça vraiment important d'attaquer frontalement ce genre d'argumentation qui sont non seulement fallacieuses, mais économiquement intenables, historiquement fausses, scientifiquement ridicules. Alors on va parler de quelque chose de scientifiquement plus concret et qui fait davantage aussi rêver. On va voir ça avec notre archive du jour, on va aller le 25 décembre 2021. Ça va vous parler sûrement, la fusée Ariane 5 transporte le plus grand et puissant télescope spatial de l'histoire. Sa mission, jeter un petit coup d'œil sur les tréfonds de notre univers. Et cette année-là, pour les fans d'astronomie, Noël était vraiment pile à l'heure. 3, 2, unité, top. 13h20 heure de Paris, la fusée Ariane 5 décolle, avec à son bord le télescope spatial le plus grand et le plus perfectionné jamais créé. Séparation Webb Space Telescope, go Webb! Un soulagement pour les scientifiques, 30 ans qu'ils attendaient ce jour historique. Mais pour le télescope James Webb, le voyage ne fait que commencer. Pendant 3 semaines environ, il va devoir réaliser un exploit, se déployer sans accroc. La moindre défaillance pourrait anéantir ce projet à plus de 10 milliards d'euros, décisif pour l'avenir de l'astronomie. Alors c'était un lancement historique et c'était donc il y a 3 ans. On a tous vu les merveilleuses images que l'instrument nous a livrées depuis. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, Alain Sirou, dans ce que James Webb nous a révélé ? Les premières images du fin fond de l'univers, ou en tout cas du début de l'univers, avec des guillemets. Je rejoins tout à fait ce que dit Françoise Combe sur le sujet, c'est-à-dire on attendait avec une impatience extrême que ce télescope qui a mis 10 ans, plus de 10 ans à être construit, qui a coûté vraiment très très cher, voit en infrarouge, en tout cas, les objets les plus lointains. Je laisserai Françoise parler parce que c'est quand même sa spécialité, mais voir ça arriver et se dire que c'était quelques centaines de millions, ou les premiers milliards du début de l'univers, c'est une émotion extraordinaire. Personne n'avait jamais vu ça avant nous. C'est ça, Françoise, on n'est pas blasé aujourd'hui, c'est-à-dire que justement James Webb vous a offert aussi une possibilité de rêver, vous aussi. Exactement, parce qu'en fait, avant, il y avait un télescope spatial Hubble, qui était surtout dans l'optique et l'infrarouge. Et donc, on n'était pas allé jusqu'au bout, jusqu'au Big Bang. On le voyait très mal. On le voyait un tout petit peu, mais très mal. On pensait qu'il n'y avait pas de grandes galaxies très tôt dans l'univers. Et puis là, comme vous le savez, il y a l'expansion de l'univers rougit toute la lumière. Donc, pour aller très loin, il fallait passer dans l'infrarouge propre et lointain. C'est ce que fait le James Webb. Il fait ce que fait Hubble, mais à l'air dans un autre bande d'optique, c'est l'infrarouge. Et donc, à ce moment-là, il nous dévoile l'univers qu'il y a dans le premier milliard d'années. Donc, à 200 millions d'années, on a vu des galaxies très grosses. On ne s'y attendait pas, en fait. Oui. On pensait que, par exemple, les petits trous noirs qu'il y a au centre de chaque galaxie, ils devenaient plus ou moins gros en fusionnant. Et là, en fait, on en a vu de très gros trous noirs, de très grosses galaxies dès le début de l'univers. Ils sont très impressionnants et surtout des très belles images, en tout cas. Alors, c'est pas ça qu'on verra mercredi. On se concentrera d'une éclipse, mais c'est déjà pas mal. Merci beaucoup à vous d'être venus, en tout cas, débattre de sujet. Et je vous souhaite alors donc une bonne éclipse, si on peut dire ça. Voilà, puisque Marion est déjà prête, en tout cas. Voilà, donc merci beaucoup, en tout cas. Merci. Allez, à suivre les chroniques d'Isadora Darcial et Théophile Cossa. Et dans notre escapade européenne, nous partirons en Espagne découvrir la sobremesa, ou le cauchemar de ceux qui pensent qu'après le dessert, le repas est terminé. Et en fait, ça ne fait que commencer. Avant de nous demander, mais comment ça marche une méga ferme à saumon comme celle qui sera bientôt construite en Gironde, malgré la colère de nombreuses ONG. Mais tout de suite, rejoignons Victor de Quiver, qui est à la culture G, que la crème solaire est à l'été. Il ne faut jamais hésiter à en tartiner afin d'en profiter jusqu'au bout. Ce soir, vous dînerez moins bête. Cyrano a-t-il inventé le panache? Cyrano a-t-il inventé le panache? La question vous paraît farfelue, et pourtant. Tout le monde connaît ce héros au grand nez, poète, bretteur, amoureux, malheureux. Mais attention, il convient ce soir de démêler le vrai du faux. Car Cyrano a vraiment existé. Il s'appelle Hercule Savinien de Cyrano. Il naît à Paris en 1619. Sa famille possède une petite seigneurie qu'elle appelle Bergerac, mais qui est située dans la vallée de Chevreux. Cyrano n'a donc jamais mis les pieds en Dordogne. C'est un écrivain libertin et se fait donc appeler Bergerac parce que c'est plus chic. Et son grand nez? Vrai, aussi. Et pas question de s'en moquer, sinon il sortait l'épée. On le surnommait le démon de la bravoure, tant il aimait multiplier les duels. Plus de 200 ans plus tard, Edmond Rostand transforme ce Cyrano en un héros romantique. Cyrano aime Roxane,
qui aime Christian. Cyrano écrit pour Christian les plus belles lettres d'amour du monde, sans jamais avouer ses propres sentiments. Avant de mourir, il lance ces mots magnifiques. Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte, quelque chose que sans un pli, sans une tâche, j'emporte malgré vous, et c'est mon panache. Le panache. Le mot existait déjà, il désignait la plume sur les casques du soldat, un simple ornement. Mais avec Rostand, le panache devient synonyme d'audace, de style, d'élégance dans le courage. La pièce est créée le 28 décembre 1897 au théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est un triomphe, 40 rappels, 20 minutes d'applaudissements. En 1903, Rostand entre à l'Académie française et achève de lui donner sa définition. Le panache, c'est l'esprit de la bravoure, c'est la pudeur de l'héroïsme, comme un sourire par lequel on s'excuse d'être sublime. Le panache devient peu à peu l'esprit français. Quant à la ville de Bergerac, qui n'a toujours aucun lien avec tout ça, elle décide, face à tant de succès, d'adopter le mythe. Elle installe peu à peu des statues de Cyrano partout dans la ville. Voilà, vous dînerez moins bête. Merci beaucoup Victor de Quiver, et eux aussi ils en ont, croyez-moi, du panache, Isadora Darciel et Théophile Cossa pour leur chronique. On commence avec vous Isadora, on va continuer notre petit tour d'Europe avec dans l'été à l'européenne, et ce soir Cap vers l'Espagne qui joue les prolongations. Oui, alors non pas sur le terrain, ils sont déjà champions du monde de foot, mais bien à table pour la sobremesa. Cette pratique qui consiste à s'attarder après le repas, une habitude qui peut vous parler car elle est éminemment méditerranéenne. La tradition remonte au convivium de la Rome antique, mais peu de pays lui ont donné un statut si ancré dans la vie quotidienne. En Espagne, donc, on lui a donné ce nom, la sobremesa. Et pour vous donner une définition, reprenons les mots d'une journaliste d'El Debate qui dit « Ce n'est pas un ajout au repas, mais bien son point culminant, le moment où la nourriture se transforme en pur moment de convivialité, de réflexion et de plaisir partagé. » C'est-à-dire qu'en Espagne, si vous vous levez sitôt le repas terminé, eh bien on sait évidemment que vous n'êtes pas du coin, car la fin du repas, ce n'est pas la fin du repas, c'est le coup d'envoi de ce temps d'échange qui peut durer de 30 minutes jusqu'à la fin de l'après-midi. Alors, c'est un vrai plaisir qui se transmet de génération en génération et qui jouit d'une popularité telle que le programme télé de l'après-midi s'appelle et baptisé la sobremesa. Les podcasts de discussions à bâton rompu, détendus, portent également le même nom. Voilà, alors on dit aussi que cette pratique est à la base d'une décision politique. Oui, une décision de Franco qui, en 1940, a choisi de caler le fuseau horaire de l'Espagne sur celui de l'Allemagne nazie. Ainsi, lorsqu'originalement il était 13h en Espagne, eh bien on est passé à 14h, ce qui fait qu'au minimum, le repas décalé ainsi se termine à 15h. Et à 15h en Espagne, il fait bien trop chaud pour faire quoi que ce soit, si ce n'est la sieste ou partager un temps à table ensemble, donc de pratiquer la sobremesa. Donc cette coutume, c'est largement répandue dans tout le pays. Elle connaît d'ailleurs un boom l'été, puisqu'on n'est plus disponible, évidemment, pour la pratiquer. Elle est également mise en danger par l'arrivée du télétravail et des journées qui se font d'une traite et où on déjeune près du frigo. Voilà, donc c'est pourquoi ces dernières années, un autre concept est apparu destiné à faire survivre la sobremesa chez les actifs en dehors du week-end et des périodes de vacances et même du télétravail. On appelle cela le tardeo. C'est une alternative autour d'un verre permettant aux Espagnols de se réunir autour d'une table et de refaire le monde. Allez, maintenant, il faut l'inscrire sur son planning. En fait, presque en tout cas. Merci beaucoup, Isadora. Allez, Théophile, avec vous. Alors, on revient en France. On va parler, d'une chose assez étonnante. C'est la préfecture de Gironde qui vient d'autoriser l'installation d'une méga ferme usine à saumon dans le département. Et c'est une première en France et ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, dites-nous, une méga ferme à saumon, comment ça marche ? C'est un projet à 280 millions d'euros. 14 hectares qui devraient sortir de terre à Verdon-sur-Mer, au bout de l'estuaire de la Gironde, porté par Pure Salmon, une multinationale détenue par un fonds singapourien qui a flairé le bon filon. C'est simple, le saumon, c'est le poisson hors conserve le plus consommé en France. Plus de 200 000 tonnes par an, ça fait en moyenne 3,5 kg par Français. Alors en sushi, en pavé, fumé, ce que vous voulez. Sauf que 99% du saumon consommé chez nous vient de l'étranger, le plus souvent des pauvres bêtes qui ont grandi dans des énormes cages marines, surtout en Norvège. On se dit, élevé en pleine mer, ça doit être pas mal.
La technique est très décriée, hein, notamment pour ses conditions sanitaires, des saumons les uns sur les autres qui se partagent des maladies, là, Berk. Mais en même temps, cette méga ferme en Gironde, elle prévoit des élevés non pas en mer, mais sur terre. En fait. Oui, alors pas dans l'herbe, hein, ça on ne sait pas encore faire, mais dans des grandes piscines, hein, concrètement des énormes bassins côte à côte, qui n'ont pas tous le même taux de sel dans l'eau. Vous savez, le saumon sauvage pond ses œufs en haut de la rivière, mais avant, il va passer quelques années en mer. L'idée, c'est de reproduire ça artificiellement. Des bassins d'eau douce pour les œufs et les bébés, et des bassins d'eau salée pour faire grandir les adultes. Tout ça en circuit fermé. La technique se développe en Europe. Le principe, c'est de recycler en continu. Les eaux usées avec les crottes, etc., sont traitées, puis réinjectées dans les bassins. Pure Salmon espère ainsi produire en Gironde 10 000 tonnes par an. Ça fait des millions de saumons. Et pour la France, c'est juste énorme, hein. Pour vous donner une idée, en 2024, on a produit en aquaculture que 5 800 tonnes de poissons, toute espèce confondue. Ah oui, alors forcément, cette méga ferme, ça crée des remous. Et pas que dans les bassins. Bien sûr. Des associations, élus locaux et scientifiques s'inquiètent des répercussions environnementales, car certes, hein, ces bassines sont censées être meilleures que les cages marines en termes d'impact, mais il faut quand même les alimenter en eau. Hein. Le projet compte pomper jusqu'à 2 à 3 piscines olympiques par jour dans les nappes souterraines. 2, même si c'est en circuit fermé, il y aura des rejets d'eau traitée dans l'estuaire de la Gironde, pas loin d'un parc naturel marin. 3, ça va consommer un max d'électricité pour maintenir l'eau des bassins suffisamment fraîche. Alors, Pure Salmon dit bien sûr, on fera super attention. La préfecture dit, on va les surveiller de près. Et puis, c'est intéressant économiquement, hein, pour le territoire, 250 emplois directs créés. Quant au saumon, personne ne leur a posé la question. Non, c'est vrai, il serait peut-être temps de faire un sondage. Merci beaucoup Théophile, merci à vous, merci. Mes amis, à suivre sur Arte, votre série d'animation Putain de chat, puis votre film avec la première collaboration entre Jean Gabin et Michel Audiard pour un polar pas banal dans le milieu des transporteurs routiers, Gasoil. Et oui, c'est le titre du film, et ça sent tout de même une belle soirée. Hein. Allez, nous on se retrouve demain, 20h05. Tchuss.